Ce soir, vous allez voir 8 candidats. La question s'était posée d'inviter les 4 ou 5 favoris ou d'inviter tout le monde. On a eu un petit débat là-dessus avec la Jeune Chambre économique et puis on a préféré faire parler le pluralisme démocratique et donc on a invité tout le monde. Le Front National n'a pas donné suite à notre invitation et Bernard Combe, pour Lutte ouvrière, lui, s'est excusé. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Laura Malaval, donc la présidente de la JCE Millau, qui va vous présenter rapidement la JCE. Merci Guillaume. Bonsoir chère maison du peuple. Alors en quelques mots, qu'est-ce que la Jeune Chambre économique? La Jeune Chambre économique est une association citoyenne et non partisane. C'est un mouvement de jeunes bénévoles âgés de 18 à 40 ans dont l'ambition est d'œuvrer pour créer des changements positifs. La Jeune Chambre est une école où l'apprentissage se fait par l'action et la formation, par l'envie d'agir et d'oser et de rêver au monde de demain. C'est pourquoi elle est fortement concernée à chaque échéance électorale, d'où l'organisation du débat de ce soir. Notre objectif est que les 11 et 18 juin prochains, vous ayez toutes les cartes en main pour faire votre choix. À présent, nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors moi, je ne vous présente pas Midi Libre, normalement vous connaissez à peu près. Juste vous dire que depuis 15 jours, vous avez dû voir dans le journal que la rédaction, qui fait un super boulot tout le temps, fait un super boulot sur les législatives avec minimum une page par jour. Donc on a, au cours de cette période, abordé les thèmes qui seront abordés ce soir. Et puis on continuera jusqu'au premier tour, entre les deux tours, au deuxième tour et après, puisque c'est notre rôle d'être chaque jour présent sur le terrain pour parler de la vie du Sud-Aveyron. Pour la bonne tenue du débat, on a dû mettre en place un règlement, parce qu'un débat à 8, ça peut vite être le bazar. Donc on l'a proposé aux candidats qui l'ont accepté, et donc Laura va vous donner le détail de ce règlement. Alors les candidats vont se présenter à tour de rôle et répondront ensuite à 2 questions dans 3 thématiques différentes. Enfin, une dernière question leur permettra de conclure. Par équité démocratique, le passage des candidats a été tiré au sort et chaque intervention sera limitée à 2 minutes par question dans chaque thématique. Et 1 minute 30 pour l'intro et la conclusion. Si un candidat dépasse son temps de parole, ce temps lui sera décompté de sa conclusion. Je laisse maintenant la parole à Guillaume qui va vous présenter le premier candidat. Donc la première à entrer sur scène, c'est Regina Garcini pour Nouvelle Donne. Donc Regina Garcini... Regina Garcini, pas tout à fait une inconnue des urnes sud-aveyronnaises, puisque vous étiez candidat pour Nouvelle Donne aux dernières régionales. Vous êtes une ancienne militante socialiste du PS. Et vous avez rejoint Nouvelle Donne qui est née il y a quelques années. Fin 2013. Fin 2013, voilà, qui est née des fondeurs du Parti Socialiste au départ. Est-ce que vous pouvez nous donner déjà les grandes lignes de votre candidature? Bon, déjà, si je suis là, c'est pas en tant que professionnelle de la politique, mais parce qu'il faut bien faire avancer nos idées, et qu'ici, pour les porter, on a préféré que ce soit moi. Voilà. Nos idées, elles tournent, nos idées, on les a élaborées longuement. On les a élaborées au sein du collectif Roosevelt, pour préparer les élections de 2012 et pour donner aux candidats un potentiel de projet, à travailler concrètement sur les problèmes que l'on rencontre et les solutions à apporter. Tous, nous avons été pendant des années des analystes politiques avec des ismes de tous les côtés, et ça, on a fait le constat que ça ne marchait pas, qu'on n'arrivait pas à sortir des solutions. Donc, des solutions, est-ce que j'ai encore 5 minutes 2 minutes? Non. Je ne vois pas. 30 secondes. Alors, je vais dire à toute vitesse au moins 2 projets ou 3 projets phares. Le premier, qui consiste à séparer les banques de dépôt et les banques d'affaires. Les crises financières viennent de la réunion de ces 2 instances. Le deuxième, c'est de donner un emploi à tout le monde, et pour ça, de passer à la semaine de 4 jours en ce qui concerne le travail, donc de répartir le temps de travail. C'est un processus qui est à l'œuvre depuis longtemps. Hein. S'il n'avait pas été enclenché à partir du début des années 60, on aurait 3 ou 4 millions de chômeurs de plus. Donc on n'est pas révolutionnaire, on n'est pas en train de rêver,
on est en train de prolonger un processus à un moment où le travail, la quantité de travail diminue. Merci Mme Garcini. Merci. Je vais vous présenter le deuxième candidat qui est Monsieur Viala. Monsieur Viala est actuellement maire de la commune de Vezin-du-Lévézou et président de la communauté des communes Parlou-Lévézou. Vous êtes aussi le député sortant. Donc vous êtes aussi le député sortant et candidat à votre propre succession du parti Les Républicains. Pourquoi un nouveau mandat à la députation? Bien, bonsoir à tous. Je veux d'abord dire merci à Midi Libre et à la JCE de ce débat. Et puis merci à vous tous d'être présents pour ce moment démocratique important. Moi je suis candidat à ce deuxième mandat. D'abord je suis député depuis 2 ans, ce qui est un bail très court puisqu'il y a eu ici une élection législative partielle. Et ces 2 ans m'ont permis de conforter ma conviction que le rôle du parlementaire est d'être une courroie de transmission permanente entre les particularités de son territoire d'élection, puisque nous avons la chance d'avoir encore un scrutin majoritaire auquel je suis personnellement très attaché, qui crée une intimité entre un élu et ses concitoyens du territoire d'élection. Donc ce mandat de parlementaire, c'est d'être la courroie de transmission entre les particularités du territoire et les enjeux nationaux. Aujourd'hui, plus que jamais, les enjeux nationaux sont importants. Je pense que les 3 thèmes que vous avez choisis pour ce débat en font partie et sont parmi les préoccupations principales des Français et de nos concitoyens du Sud-Aveyron. Et moi, mon engagement, qui est un engagement de terrain, qui me conduit aussi aujourd'hui à faire une campagne où je sillonne aux côtés de Sébastien David, mon suppléant, les 120 communes de notre immense territoire sud-aveyronnais, c'est l'engagement de poursuivre et de donner de la voix à nos préoccupations dans le contexte politique que nous connaissons, sans sectarisme, et en ayant à cœur de faire valoir ce qui est important pour nous et de donner à tous, quelle que soit la catégorie professionnelle et l'âge, un avenir meilleur. Merci. On va enchaîner avec le 3e candidat, Bruno Paquiel. Alors, M. Paquiel est le représentant local de l'UPR, le parti représenté par François Asselineau à la dernière présidentielle. Vous êtes également connu, vous êtes professeur, et vous êtes connu pour avoir lancé la ruche qui dit oui à Cressel, qui est un système notamment d'achat de fruits et légumes en circuit court. Pas seulement de fruits et légumes. Pas seulement. De tous les produits pour mettre en valeur nos productions locales. Okay. Est-ce que vous pouvez présenter votre programme en quelques secondes, minutes? Oui, alors bonsoir à tous déjà. Et mon programme, en fait, comme disait monsieur, je souhaite tout simplement être humblement le porte-parole de M. Asselineau, donc le président fondateur de l'Union populaire républicaine, et dont les grandes lignes sont tout simplement, si j'ose dire, la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Nous sommes un parti de rassemblement populaire, et nous voulons redonner à la France son indépendance, sa souveraineté, voilà, et de façon à ce que nous retrouvions les manettes, les contrôles du pouvoir qui nous sont actuellement pris par les dirigeants de l'Union européenne. Voilà. Merci. Merci. Le 4e candidat est Monsieur Noël. Monsieur Noël, comme en 2015, vous vous présentez sous l'égide pour la décroissance. Monsieur Noël, vous dites que vous ne vous présentez pas forcément pour être député, mais élu et pour rééduquer les gens. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Rééduquer, ça fait un peu stalinien. Voilà, non, rééduquer, c'est un grand mot. Non, je me situe pas derrière un parti, et je pense que c'est plutôt par une prise de conscience des uns et des autres qu'on pourra améliorer nos sociétés.
Et c'est à peu près, j'ai résumé, j'ai peut-être gagné un peu de temps de parole pour la suite. Parce que je suis très ému d'être face à tant de personnes, étant davantage habitué à rencontrer un par un, deux par deux, les gens sur les marchés de Millau et de Saint-Afrique. À présent, j'ai eu l'occasion de le faire à Sévérac, voilà. Justement, vous êtes un fidèle du marché, notamment du marché miroir, vous avez votre mètre linéaire. Pourquoi? Qu'est-ce que ça vous apporte d'être présent toutes les semaines sur le marché? Ça m'apporte beaucoup, à commencer à être en contact réellement. Bon, là, bien sûr, bon, il y a, les Milavois sont probablement représentés, mais le véritable contact peut se faire que face à quelqu'un, dans un rapport de face à face, voilà, je pense. Merci. Merci. On va enchaîner avec Catherine Laure, la candidate de la France Insoumise. Alors, Madame Laure est sévéragaise d'adoption depuis 10 ans. Voilà. Née à Sévérac. Née à Sévérac, sévéragaise tout court alors. Ancienne conseillère générale sous l'étiquette de l'Union de la Gauche. Vous avez été aussi conseillère municipale à Sévérac, vous l'êtes toujours. Je suis encore. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous présenter les idées que vous souhaitez porter à l'Assemblée nationale si vous êtes élu dans 15 jours? Je représente la France Insoumise, qui est un mouvement et non un parti politique. Et à ce titre, la réflexion dont je vous ferai part, elle est issue de la jonction de plusieurs réflexions. Et donc, à travers des livrets, nous avons réfléchi et proposé des mises en action de tout un programme. Je partirai pour moi de la question de la fracture territoriale, fracture sociale, économique, qui est directement issue d'une politique territoriale qui fait que l'accent a été mis sur les métropoles et une concentration des pouvoirs sur la métropole au détriment des territoires ruraux. Ce qui fait que nos jeunes sont partis en grande majorité sur les villes, que nos systèmes de santé sont largement attaqués et que les services publics aussi sont très affaiblis. Donc notre programme sera de penser à l'inversion de cette tendance et réfléchir à comment revitaliser, dynamiser ce qui existe et l'amplifier. Merci. Merci. Le prochain candidat est Monsieur Hervas. Monsieur Hervas, installez-vous, bonsoir. Monsieur Hervas, vous représentez le Parti communiste français Front de Gauche. Vous êtes le suppléant de Madame Tarot. Oui, je tenais d'ailleurs, juste avant de commencer, je tiens à excuser Sophie qui a été prise par des obligations professionnelles. C'est un peu au pied levé que je la remplace, car cela m'a demandé des efforts à mes heures de travail. Et je vais vous demander d'être indulgent si je lis des textes. Voilà, mais c'est le contenu qui compte. Juste comme ça. Je finis juste ma présentation et je vous laisse la parole. Donc vous êtes le suppléant de Madame Tarot, qui, rappelons-le, s'était présenté aux législatives partielles en 2015. Qu'est-ce qui vous a motivé à porter votre candidature? Mais ce qui m'a motivé, c'est déjà, je vais commencer par un mot d'ordre, c'est l'humain d'abord. Tout ce qui suivra supposera la volonté, le courage de prendre l'argent là où il est, de mieux répartir nos richesses. Il faut pour cela une réforme radicale de la fiscalité, permettant de réorienter l'argent vers l'économie réelle, celle qui crée richesse et emploi. Il faut une refonte de l'impôt sur le revenu, une augmentation de l'impôt sur la fortune, la taxation des revenus financiers au même niveau que les revenus du travail,
Le gain, 90 milliards d'euros. À partir de là, quelques grandes priorités. Agir en urgence pour l'emploi, par un plan national de réindustrialisation démocratique, respectueux de l'environnement. La mise en place d'une sécurité d'emploi et de formation sans jamais passer par la case chômage. L'aide à la création de sociétés coopératives et participatives. Extension du pouvoir d'intervention des salariés dans l'entreprise. L'augmentation des salaires et des pensions. La réduction du temps de travail à 32 heures. Relever le défi écologique, la lutte contre le réchauffement climatique, accélérer la transition écologique, plan national pour les transports non polluants, d'où notre action pour notre ligne SNCF, refonder la démocratie, entre autres par le lancement d'un processus constituant pour une 6e République, mettant le citoyen au cœur du processus, réorienter l'Europe pour une Europe sociale au service de l'humain et non de l'argent. Merci. On va enchaîner avec l'avant-dernier participant, Henri Temple. Voilà, il était candidat en 2009. Donc il était candidat en 2009 aux Européennes, déjà pour Debout la France. Vous êtes aveyronais, vous êtes avocat à Montpellier, et vous faites partie du bureau national du parti. Pouvez-vous nous présenter rapidement les idées que vous souhaitez porter pour ces législatives? Oui, une élection législative de cette importance n'est pas comme une cantonale. Il s'agit d'orienter la politique française, la politique économique, pour les 5 ans à venir, et pas seulement, mais on y pensera aussi, essayer de penser les plaies de la vie dans une province un peu oubliée. Alors, il m'a semblé, et je crois vous aussi, que les Français étaient très inquiets de ce qui se passait à l'heure actuelle. Ils sont inquiets, ils sont en colère, et je crois qu'ils veulent absolument qu'on en fasse entendre une autre voix que celle qu'on entend jusqu'à présent, la voix de la France au niveau de Bruxelles et au niveau de la communauté internationale. Merci. Merci. Nous allons accueillir le dernier candidat, M. Ostruy. Monsieur Ostruy, vous êtes agent commercial libéral. Vous avez fait partie d'une liste des élections locales et aujourd'hui vous représentez le mouvement politique du président actuel, En Marche. C'est la première fois que vous candidatez à des élections législatives. Qu'est-ce qui vous a donné envie de porter votre candidature? Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Qu'est-ce qui m'a poussé à poser ma candidature et surtout l'investiture? C'est en début d'année, quand j'ai rejoint les rangs de En Marche, je me suis joint au groupe de l'IO, de suite avec les groupes de Saint-Afrique, Rhodes, une amitié est née. Et c'est vrai que nous avons supporté notre nouveau président jusqu'à son élection. On a rencontré énormément de monde, on a eu de très bons contacts. Et une fois que l'élection était, on voyait que vraiment il y avait un élan, beaucoup de gens, d'amis, de proches m'ont demandé pourquoi tu ne poserais pas ta candidature à l'investiture. Alors je sais qu'il y a eu pas mal de monde qui a demandé. Je ne pensais pas l'avoir puisque je suis tout nouveau en politique. Je ne m'étais jamais présenté sur la liste de Guy Durand il y a 3 ans. Mais bon, tout seul, c'était quand même une sacrée aventure. Bon, j'ai eu l'investiture et c'est vrai, depuis 3 semaines, les choses se sont vraiment bousculées. Une campagne très dure puisqu'il y a 120 villages à visiter, et villes, beaucoup de monde à voir, prendre rendez-vous avec les maires, essayer d'organiser la campagne. Bon, enfin, écoutez, je suis là, je suis très satisfait de cette campagne. Dans 4 jours, nous verrons aux urnes. Merci. Merci beaucoup. Donc voilà pour les présentations, vous connaissez maintenant tout le monde. On va passer au fond. 3 thèmes ont été choisis pour ce débat. La ruralité, la jeunesse et la santé.
Vous avez pu lire des éclairages sur ces thématiques dans Midi Libre ces derniers jours, et on va essayer avec vous d'aller plus loin et de nous dire ce qui est prévu dans vos programmes et ce que vous comptez faire pour ces 3 thématiques qui touchent fortement le territoire. Et je vais laisser le soin à Laura de présenter à chaque fois les thématiques. Donc on va commencer avec la ruralité. Merci Guillaume. Donc pour commencer avec la ruralité, l'Aveyron est le 5e département par sa superficie. C'est le plus étendu d'Occitanie et est composé de 8 régions naturelles. Le sud d'Aveyron est composé du Lévézou, des Grands Cosses et du Saint-Africain. C'est un territoire essentiellement rural de par sa géographie, son économie et son écologie. Comme de nombreuses régions rurales, nous sommes confrontés à différentes problématiques d'ordre agricole et écologique. Mais pas que. On a vu depuis ces dernières années des établissements publics fermés par manque d'effectifs et de réduction budgétaire. Donc on va commencer, on a tiré au sort et vous étiez le dernier à vous présenter, vous êtes le premier, M. Struy, à parler sur ce thème. Quelles sont les actions qu'avec le gouvernement que vous souhaitez accompagner, vous souhaitez mettre en place pour l'agriculture qui pourrait avoir des conséquences pour le territoire? Écoutez, la ruralité est une réalité historique, culturelle et économique. Elle doit être un avantage. Pour cela, il faut que les agriculteurs puissent vivre de leur métier par le juste prix payé. Les producteurs aveyronnais auront toute leur place dans le Grenelle de l'alimentation voulu par Emmanuel Macron. L'idée de ces rassemblements, de rassembler les agriculteurs, les distributeurs, les consommateurs et les élus pour définir un partage équilibré de la valeur. Partout dans notre circonscription, les paysans ont dit qu'ils étaient submergés par les contrôles et des normes multiples. Il faut donc libérer l'agriculture de certaines contraintes en mettant par exemple en place un droit à l'erreur pour tous, ce qui revient à dire que les contrôles ne seront plus faits pour sanctionner mais conseiller. Il faut moderniser les exploitations avec des critères environnementaux, de bien-être animal ainsi que des projets de circuits courts. 5 milliards d'euros sont prévus sur le quinquennat. L'agriculture ne peut se passer d'une vision écologique. D'ici à 2020, l'ensemble de la restauration collective, les cantines, les écoles et les restaurants d'entreprise devra proposer au moins 50% de produits biologiques, label de qualité ou local. Déjà, beaucoup de cantines des communes du Parc des Grands Cosses ont fait cet effort, mais je pense qu'il y a encore une marge de progression. Nous sommes tous, à des degrés divers, victimes des pesticides. C'est un fait aujourd'hui médicalement avéré. Il est donc prévu l'établissement d'un calendrier prévoyant l'élimination progressive des pesticides en commençant par ceux qui présentent un risque pour la biodiversité ou la santé et le développement d'alternatives. Merci. On reviendra vers vous après pour la deuxième question sur ce thème, mais on va enchaîner avec M. Paquiel. Monsieur Paquiel, qu'est-ce qui, dans le programme de l'UPR, peut être mis en place pour la ruralité, les agriculteurs, mais pas que, parce que la ruralité ne se résume pas qu'à l'agriculture, mais déjà pour l'agriculture. Alors effectivement, vous me permettrez de lire mes notes, puisque nous avons un temps très court, donc je ne voudrais pas oublier des éléments importants. Donc j'ai préparé quelques petites notes. Donc par rapport à l'agriculture, si l'agriculture n'est plus la composante unique de la ruralité, elle en demeure un élément essentiel. Il faut insister sur la nécessité et l'importance d'une agriculture économiquement viable qui non seulement assure l'alimentation de nos concitoyens, mais qui concourt également de manière irremplaçable à l'aménagement de l'espace rural. Et donc pour ce faire, je voudrais présenter 3 points. Le premier, c'est de préserver le foncier agricole. Il faut favoriser une gestion économe du foncier agricole qui est soumis à une forte pression de l'artificialisation, notamment en zone périurbaine. Un équilibre doit donc être trouvé entre la préservation du foncier agricole, le développement communal, qu'il s'agisse de logements ou d'équipements structurants. Et ceci grâce à 2 ou 3 principes. Le premier, c'est que le développement urbain en priorité
doit être sur les espaces déjà artificialisés et les espaces urbains disponibles, délaissés ou sous-densifiés. Le deuxième principe, c'est que l'aménagement planifie en exploitant au mieux l'ensemble des possibilités, notamment en termes d'emprise, de densité et d'occupation des sols, ceci dans un souci de cohabitation et des différentes activités. Troisième principe, les diagnostics agricoles doivent être précis en appui de l'élaboration de documents d'urbanisme. Et enfin, quatrième principe, la réflexion sur les outils de protection de zones agricoles, notamment en zone périurbaine. Deuxième point qu'il faudrait étudier, c'est de renforcer les espaces de dialogue entre les élus et les agriculteurs. En effet, les agriculteurs étant de moins en moins nombreux, ils sont aussi de moins en moins présents au sein des conseils municipaux et le lien s'est distendu entre eux et les élus, faute d'instances de discussion efficaces. Enfin, il faudrait redéfinir les règles entre producteurs, industrie agroalimentaire et distributeurs. Tout le monde ressent donc les écarts entre les prix d'achat des produits aux producteurs et le prix de vente aux consommateurs qui ne sont plus acceptables. Malgré les aides financières aux producteurs. Ouais, c'est la fin. Bon, enfin, j'ai dit l'essentiel, voilà. Ouais. Bon. Ça va demander un petit peu de calage, mais on va y arriver. On va enchaîner avec Madame Laure. Madame Laure, vous portez dans votre programme la défense d'une agriculture vivrière. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place sur ces thématiques? Nous partons d'un constat que la production agricole se concentre dans un nombre de plus en plus réduit d'exploitations et que le pays connaît par ailleurs un chômage de masse. Dans le même temps, le foncier agricole est rongé par l'urbanisation, ce qui constitue une menace pour la sécurité alimentaire de long terme. Mais aussi, il y a l'action de la libération des marchés, la baisse des prix payés aux producteurs, la captation d'une grande partie de la valeur ajoutée par les firmes de l'amont et de l'aval, qui engagent les agriculteurs dans une folle course à la compétitivité. Donc de là vient l'endettement et aussi des issues fatales pour les agriculteurs qui ne trouvent plus que le suicide pour certains à cette situation. Et donc cette production effrénée aussi est un modèle qui devient une impasse écologique, puisqu'elle est en partie responsable de la pollution de l'environnement et de la contamination des aliments par l'usage de pesticides, d'engrais azotés et par le recours aux hormones. Alors notre projet, il est de défendre une agriculture écologique et paysanne. Ce territoire a un atout indéniable, il est le deuxième département de France en matière de surface et d'exploitation biologique. Donc nous souhaitons que l'encouragement à l'agriculture biologique soit accentué. Nous voulons ainsi garantir le droit à tous d'une alimentation de qualité. Et je pense que pour y arriver, il serait nécessaire qu'il y ait une concertation entre les collectivités territoriales. Et je pense à l'échelon communal et l'échelon départemental pour réfléchir avec les organisations paysannes, mais aussi les associations de consommateurs pour réfléchir à la préservation des terres et défaire ce qui est d'une urbanisation forcenée. Merci. Merci Madame Laure. Madame Garcini, Nouvelle Donne porte des valeurs écologistes, a le soutien à plein d'endroits des Verts. Qu'est-ce que vous portez au niveau de l'agriculture? Qu'est-ce que vous pouvez proposer? Alors, au niveau de l'agriculture, c'est assez compliqué. En même temps, il y a des solutions. C'est compliqué parce que ça mobilise à la fois le niveau européen, le niveau français, le niveau local. Donc, je vais faire un survol rapide, mais en essayant chaque fois de piquer une mesure. Au niveau européen, vous savez que la BCE a décidé de donner 1200 milliards aux banques pour les aider. Nous préférons que ces 1000 milliards aillent au climat. C'est notre plan 1000 milliards pour le climat, ce qui permettrait de financer sur 20 ans, à hauteur de 40 milliards par an, les énergies renouvelables et financer également tout ce qui peut améliorer les dépenses d'énergie, etc. Bien. La transition énergétique, et le passage progressif à des modes de production locaux durables.
Deuxième plan au niveau français. Au niveau français, nous pensons qu'il faut aider les exploitations agricoles, du moins celles qui en ont besoin. Par exemple, en mobilisant des fonds de la Caisse des dépôts pour faire des avances de trésorerie aux exploitations agricoles lorsque la PAC arrive très en retard. Et c'est un gros problème pour les exploitations de taille modeste notamment. Deuxièmement également, mobiliser des fonds de la Caisse des dépôts pour soutenir la transformation des exploitations qui souhaitent se développer vers les pardon, je suis troublée par le temps qui passe, par les modes de production locaux durables. Et enfin, le dernier point que je vais développer aussi un peu tout à l'heure, donc je vais aller très vite, il faut renforcer l'emploi en milieu rural. Ça, c'est absolument indispensable de densifier le tissu rural. Et pour ça, il faut lever. Pour nous, nous observons qu'il y a 4 verrous au développement de l'emploi dans le milieu rural. Je les cite simplement, mais on va avoir l'occasion de les revoir. C'est le marché du travail et de la formation, le logement, les transports et la faiblesse du revenu agricole. On va avoir un petit moment pour en reparler. Merci. Alors, on va essayer de terminer les phrases quand il y a fin. Et voilà, c'est très bien. Comme ça, c'est très bien. Parfait. Monsieur Viala, vous êtes maire de Vezins. Vous vous revendiquez comme venant d'une zone rurale. Vous aurez du mal à faire croire le contraire, pour le coup. Qu'est-ce que vous voulez porter pour l'agriculture, les agriculteurs? Ma conviction, c'est que l'agriculture est indissociable de l'aménagement du territoire. Et qu'on ne peut pas aménager un territoire comme le nôtre, singulièrement, sans le faire à partir de ceux qui en sont actifs. Et on a une agriculture essentiellement d'élevage qui, par définition, n'est pas délocalisable. Donc il faut que l'aménagement du territoire s'organise autour d'elle. Et la deuxième conviction que j'ai, c'est que l'agriculture est aujourd'hui mise en tension par des politiques nationales et par des politiques européennes et probablement aussi par des politiques mondiales avec la préservation de l'environnement. La traduction de ça, c'est que si le curseur n'est pas au bon endroit, lorsqu'on préserve trop l'environnement, on enlève à l'agriculture sa vocation à être une activité économique qui nourrit ses hommes et ses femmes et qui donc rémunère l'acte de production et permet qu'un territoire, un écosystème territorial fonctionne. Moi, j'ai travaillé pendant 2 ans, depuis que je suis au Parlement, sur une proposition de loi dédiée à l'amélioration de la condition de l'agriculture et de notre agriculture, évidemment. Et cette proposition de loi, elle est sur 5 axes, que j'énumère rapidement parce que ça répond à la question. Une meilleure rémunération de l'acte de production, qui est indispensable. La place de l'agriculteur dans le monde rural, et je dis ça à Millau, parce que Millau, Saint-Afrique, qui sont des villes moyennes, sont aussi évidemment très liées aux destinées de l'agriculture. La question des normes et des contraintes, qu'il ne faut pas renvoyer à l'Europe, parce que notre agriculture doit être compétitive en Europe et pas contre l'Europe. La question de la volonté de maintenir une agriculture à dimension familiale. Moi, je ne veux pas qu'on cède à l'industrialisation. Et enfin, bien entendu, les politiques européennes à mettre en place. La PAC 2020 est aujourd'hui reportée à 2023. C'est un enjeu majeur du Parlement français. Et ce que je veux dire, pour terminer, c'est que la plupart de nos élus nationaux, grands responsables, ne sont pas des ruraux et qu'ils ont besoin qu'on les éclaire sur les besoins de la campagne et de nos territoires. Merci. On va enchaîner avec Monsieur Hervas. Vous pouvez réagir, le public, je ne bloquerai pas, peu importe. On va enchaîner avec le PCF Front de Gauche. Qu'est-ce qui, dans votre programme, peut être fait pour l'agriculture et pour les agriculteurs? Eh bien, l'agriculture est un socle sur lequel repose la ruralité. Il y a urgence à inventer un nouveau modèle agricole, rémunérateur pour celles et ceux qui travaillent la terre, ceux qui, hormis une minorité de céréaliers ou éleveurs, n'est pas le cas. C'est urgent parce qu'il va de notre indépendance alimentaire, mais aussi de la qualité de notre alimentation, que nous voulons saine, accessible à tous. Assise sur des productions relocalisées. Cela signifie produire mieux, en prenant soin de la Terre, surtout lorsque l'on sait que notre planète devrait compter 10 milliards d'êtres humains d'ici 2050. D'où priorité aux productions utiles et aux économies de ressources. Inventer un nouveau modèle agricole, c'est recevoir la conception même de la production, recycler tout ce qui doit l'être, réduire de façon importante le jetable,
aller vers une économie de réparable, de récupérable, ce qui est créateur d'emplois. Ce nouveau modèle agricole devra promouvoir la valorisation, la transformation, la vente au plus près des consommateurs. Il favorisera les circuits courts et permettra une politique audacieuse de filières créatrices d'emplois. Une réflexion parmi d'autres très locale. La filière cuir, qui part de l'élevage ovin, l'abattage, la collecte et le travail de la peau, la fabrication de produits finis. D'autres autour de l'agroalimentaire pourraient aussi se développer. Pour déterminer quelques mesures à prendre. Renforcement des outils publics permettant de maîtriser le foncier, de maintenir la fonction agricole des terres, l'aide aux jeunes agriculteurs pour leurs installations, interdiction des OGM, comme des exploitations ou la recherche de gaz de schiste, création d'un fonds de soutien pour le développement de l'agriculture bio, création d'un grand service public de l'énergie avec des moyens financiers pour la recherche permettant de trouver des alternatives au nucléaire. Merci. Monsieur Noël, on passe à vous. N'oubliez pas le micro, que les gens puissent vous entendre, c'est mieux. Alors, qu'est-ce que vous... Moi aussi, j'ai préparé des petites notes. Voilà. Très bien. L'éclairage, je le trouve un peu sinistre, hein, mais bon, voilà. Voilà, alors le thème c'était la ruralité. Vaste thème, hein. Moi, je trouve que cette réalité, cette ruralité, elle a un bon dos. Mais c'est vrai que c'est une formidable accroche pour tous nos élus. Et j'espère que je ne vais pas me faire trop d'ennemis, alors que j'entretiens des rapports très cordiaux avec les uns et les autres. Mais pour tous nos élus, souvent, que je considère comme pompiers pyromanes, qui aujourd'hui vont nous apporter eux-mêmes leurs solutions. À l'abandon, à la désertification orchestrée durant 60 ans de nos terroirs, succède désormais la région, une belle et grande région avec des disparités, mais qu'on a regroupées voilà, sous un nom. Là, je vais pousser un peu loin. Audiard disait « ils osent tout », et c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît. Quand nos campagnes n'ont pas été transformées en zones résidentielles sur les terres agricoles, qu'on refuse à nos maraîchers, à nos jeunes paysans, elles se sont recouvertes, et j'ai pu le constater en faisant ma campagne sur les hauteurs de Millau. Elles se recouvrent de zones d'activité commerciale, de zones industrielles, de zones pavillonnaires. Alors, c'est vrai, je ne suis pas très doué pour la langue de bois et le double langage, et je ne tiens pas à le devenir, d'ailleurs. Parler de service public, parce que je passe peut-être au deuxième thème, mais vous ne savez donc pas, la notion de service public a été remplacée par celle beaucoup plus pragmatique de service d'intérêt économique général. Si vous voulez, je vous propose qu'on y revienne sur le... J'ai déjà fini. Mais ça tombe bien, parce que ça fait partie du deuxième thème, donc c'est... Je suis à l'avance. Voilà. C'est vrai qu'il y a un peu trop d'avance. Merci. Bon ben voilà, la transition est parfaitement faite, est parfaite pour partir sur le deuxième thème, le deuxième sous-thème de ce premier thème. On va reprendre avec vous, Monsieur Ostruy. On aimerait parler de... Oh pardon, excusez-moi. Je suis désolé. Ah ouais, là c'est la loose, pardon. Excusez-moi. Qu'est-ce qui, dans votre programme, du coup, comptez-vous faire pour la ruralité, l'agriculture et les agriculteurs? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, le peuple français en général, le peuple aveyronais en particulier, est très mécontent de la façon dont l'Europe et la mondialisation les entraînent petit à petit vers l'abîme. Alors en ce qui concerne la ruralité, on a fait dominer en Europe une conception ultralibérale. Et moi je demanderais que l'on rétablisse un prix garanti pour les productions laitières. Il faut que les éleveurs de brebis ne soient pas sans arrêt à se demander s'ils pourront terminer la campagne. C'est la richesse du Sud-Aveyron, la brebis. Il faut la défendre, et à l'heure actuelle, les gens ont des états d'âme. Il y a même des agriculteurs qui se sont suicidés. Donc tout ceci est inacceptable, et il faut rétablir la parole du peuple français par rapport aux grandes structures qui sont le traité TAFTA ou l'Union européenne.
Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va protéger les marchés et les consommateurs contre des productions qui sont de mauvaise qualité et qui nous pourrissent la santé. Il n'y a aucun contrôle. Et puis il y a une conception de la ruralité qui est la conception nordique, c'est-à-dire le rendement maximum, la ferme des 1000 vaches. Tout ceci ne correspond pas à notre tradition des fermes familiales. Donc il faudra également, je crois, taxer les importations des pots et des gants qui ont tué le travail des ganteliers et des gantelières de Millau. Voilà, donc c'est une position qu'on peut appeler qu'on pourrait appeler oui, protectionniste, mais le protectionnisme, il est autorisé par les traités. Ce sont les clauses de sauvegarde. Les sauvegardes figurent dans les traités, y compris de l'OMC. Et bien, je demande simplement que nos dirigeants aient le courage de dire on va se défendre, parce que ça, c'est le réflexe de survie. Hein, c'est l'instinct de conservation. Nous avons le droit de défendre notre culture, notre façon de travailler, notre façon de produire. Merci beaucoup. Merci. Heureusement qu'on n'est pas 10, parce que j'ai déjà eu mal à compter jusqu'à 8, donc ça aurait été compliqué. Voilà. Bon, j'avais fait la transition un peu avant, donc on va enchaîner sur la deuxième sous-thématique, qui est la désertification des services publics en milieu rural, et aussi des commerces de proximité qui, dans des communes rurales toutes petites qui ont du mal à garder leur boulanger, leur boucher, ou leur service public, leur bureau de poste, ou même leur gare, puisque le train aussi est en danger sur notre territoire. Monsieur Ostruy, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que vous comptez faire pour ça? On assiste à la fermeture des commerces et des services publics. L'État doit accélérer l'implantation des MACP, c'est-à-dire c'est les maisons de services publics, comme il y en a une à la cavalerie. Ces locaux permettent de concentrer en lieu plusieurs services publics, des points de contact avec les institutions, des associations, voire des professionnels privés. Le principe est simple. Les collectivités investissent des locaux et l'État finance jusqu'à 25% du coût du fonctionnement plafonné à 35 000 €. Et là encore, l'Aveyron est en retard. Les MCPA, doivent être l'une de nos priorités. Parce que sans service public de proximité, inutile d'essayer de faire vivre la ruralité. Avec la même idée de mutualisation, on pourrait développer des espaces multicommerces intégrés aux rénovations des cœurs de village. Ce serait un débouché naturel pour les circuits courts. La transmission énergétique est fortement créatrice d'emplois. Un grand plan de 4 milliards € va concerner la rénovation du bâtiment public de l'État et ceux des collectivités locales. Lorsqu'on voit dans quel état se trouvent certaines gendarmeries, commissaires ou hôpitaux locaux de l'Aveyron, il y aura de beaux chantiers pour l'entreprise du BTP. Merci, merci beaucoup. On va reprendre notre tour avec vous, Monsieur Paquiel. Qu'est-ce que l'UPR compte mettre en place pour ce commerce de proximité et ces services publics de proximité? Alors, bien évidemment, concernant les services publics, il faut maintenir une véritable offre de services publics, ça paraît évident, mais c'est mieux en disant. L'accès aux services publics est un aspect déterminant de la politique d'aménagement du territoire qui ne peut être sacrifié. Il faut arrêter le délitement et l'éloignement des services publics qui constituent l'ossature de nos territoires. Regrouper à l'échelon supérieur est un processus sans fin qui se fait systématiquement au détriment de la qualité du service rendu, sans pour autant réduire, quoi qu'on en dise, les coûts directs ou indirects. Pour y remédier, nous pouvons envisager deux pistes, au moins deux pistes. Donner un caractère contraignant à la charte des services publics en milieu rural. Cette charte doit être traduite dans la loi et devenir opposable à l'ensemble des acteurs concernés. Deuxièmement, on doit réconcilier proximité et accessibilité. Il faut s'appuyer sur deux aspects qui ne sont pas antinomiques, mais qui doivent se compléter. Le premier aspect, c'est de maintenir une présence de proximité. On ne peut pas déshumaniser le service public pour des raisons budgétaires. Le service public a un coût qu'il faut assumer si l'on veut maintenir une égalité entre les citoyens et leur permettre de vivre en milieu rural. Maintenir, c'est aussi réfléchir à des nouvelles formes de mutualisation à chaque fois que c'est possible via le modèle des maisons de services publics, par exemple.
Cela implique une véritable réflexion sur les services publics et les services au public qu'il faut maintenir physiquement, sur la maille à choisir et sur les modalités de la mutualisation. Ensuite, il faut améliorer l'accessibilité par le développement des téléprocédures et l'utilisation des technologies d'information et de communication. On a des expériences, par exemple, des points visio publics qui sont peut-être intéressants à développer. Nécessairement différents selon les territoires, c'est bien l'équilibre trouvé localement entre ces deux aspects qui garantira un service efficace et de qualité pour les habitants des communes rurales. Merci. Merci. Madame Laure, on continue notre tour. Qu'est-ce que vous pouvez proposer pour le commerce de proximité ou pour la désertification des services publics en milieu rural? Donc pour moi, il y a un mouvement qui est à l'œuvre et ravageur, c'est la disparition des services publics. Pour nous, il faut absolument inverser ce mouvement, car il y va de l'implantation de populations nouvelles. Certes, il y a un mouvement actuel en Aveyron d'une population qui s'installe, et c'est très intéressant, sauf qu'elle s'installe plutôt du côté de Rodez et en tant que population active, et sur nos territoires, c'est plus une tendance de personnes plutôt retraitées, je pourrais dire. Donc, ce sont des personnes qui sont demandeuses, plus que d'autres, de services publics, qui ont plus besoin d'accompagnement. Et donc, si on veut aussi répondre à cette demande, mais qui est coûteuse, je reconnais pour les collectivités territoriales, il nous faut absolument préserver les services publics. En tant que service public nécessaire, il y a certes tout ce qui a trait à l'éducation aussi, pour que de nouvelles populations viennent. Je parle des services de santé qui fonctionnent, et je pense aussi tous les services liés à l'aide à la personne, qui sont d'autant plus nécessaires avec le vieillissement de la population. En termes de commerce, il me semble que tout ce qui est lié, nous avons cet atout formidable d'une agriculture dynamique, et donc tout ce qui est lié à la production, au traitement de la production agricole, donc l'agroalimentaire, avec Roquefort, qui est un point fort sur notre territoire, mais aussi tout ce qui est développé en termes de circuits courts, d'agriculture biologique et donc de revente des produits, me semble une piste intéressante. Et je penserai aussi à tout ce qui a trait à la forêt et les produits dérivés de la forêt. Merci, merci. On enchaîne avec Nouvelle Donne. Qu'est-ce qui, dans votre programme, Madame Garcini, permettra de renforcer ces services de proximité? Bien, déjà, je pense qu'il faut avoir une vision prospective à long terme sur le devenir du territoire, si on veut renforcer les services publics et les services pas publics, les services privés, à la juste hauteur. Une vision à long terme qui dessine un avenir pour l'ensemble du territoire, qui porte également une politique démographique, c'est-à-dire qu'il faut attirer des populations sur le territoire. Bon, grosso modo, l'ensemble du département stagne à peu près en termes de population. Si on s'intéresse à notre bassin, on voit que c'est plutôt la zone des deux cantons de Millau qui perd en population. Autour, ça dépend, enfin bon, c'est pas... Voilà. Donc, il faut une politique démographique qui décrive ce que serait l'environnement, la population d'ici une vingtaine d'années. Et il faut ensuite concevoir le développement des services de cette manière-là. Répondre seulement à la demande, ça ne va pas suffire, parce que la demande, elle est contrainte par l'évolution qui résulte de phénomènes extérieurs. Il y a quand même un vieillissement de la population. Alors bien sûr, il faut répondre aux besoins de cette population, mais si on s'attaque uniquement à cela, on ne va peut-être pas non plus dessiner notre avenir commun. Alors, en faisant ça, j'ai évidemment mangé tout mon temps, ou presque. Nous serions en tous les cas attentifs. Bon,
je peux encore dire une chose, oui. Il y a quand même, l'État a mis en place, et c'est en train de se terminer, un schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité aux services publics. Alors, ils ont décrit 6 chantiers majoritaires, etc. Pour aller vite, le coup est parti, c'est lancé, ça a été fait d'une manière partenariale, donc on peut supposer que c'est relativement adapté. Nous serions, en tous les cas, vigilants à ce que tout ce qui concerne au moins l'enfant, l'école, les formations et les transports. Les transports, je vous dirai tout à l'heure, quand on parlera d'économie, ce que j'en pense. Merci. Monsieur Viala. Merci. Alors, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. L'aménagement du territoire est une question qui s'adresse vraiment aux parlementaires et qui est de niveau national et qui aujourd'hui se pose à peu près en ces termes. Est-ce qu'on veut continuer à concentrer les populations dans des ensembles urbains qui, par ailleurs, rencontrent et font rencontrer à nos concitoyens beaucoup de difficultés de divers ordres, ou est-ce qu'on considère qu'on a des atouts? Ces atouts sont des atouts, et je rejoins ce que disait Madame sur l'augmentation de notre démographie, mais ce sont des atouts qui créent des exigences en matière de services publics et de commerce de proximité. Il y a 2 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau local. Et aujourd'hui, les collectivités territoriales, à travers divers procédés, divers projets, portent un certain nombre de dynamiques et offrent des services. Et moi, je dis souvent, avec des queues de cerises, avec des moyens limités, elles font beaucoup. Et les acteurs du territoire font beaucoup pour maintenir un niveau de service satisfaisant. Il faut les encourager à continuer, mais il faut aussi que le niveau national se mobilise pour apporter ce que le niveau local ne peut pas apporter. Je cite quelques exemples. Le numérique, qui aujourd'hui fait partie des services au public qu'il faut absolument avoir pour conforter la présence des populations et rendre le territoire attractif. Également, l'école, ça a été évoqué, mais pas approfondi. Et moi, je suis favorable à ce qu'on ait des règles nationales qui ne soient pas que démographiques pour le calcul, et que lors des attributions de moyens, on considère que certains handicaps territoriaux liés à la montagne, au relief, à l'habitat diffus que nous avons chez nous, contribuent à ce que nous ayons davantage de moyens qu'ailleurs. Et quant au commerce, il faut absolument que sur des mesures fiscales incitatives, sur des allègements de charges sociales, des dispositifs soient mis en œuvre dès maintenant, distinctifs pour nos zones, de façon à ce que nos TPE, PME, entrepreneurs locaux, commerçants, artisans, aient une meilleure rentabilité et puissent faire fructifier leurs établissements et donc le territoire rural. Merci. Loïc, les services publics et la préservation des services publics sont une part importante du programme, de votre programme. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Eh bien, les services publics sont la richesse de celles et ceux qui n'ont rien, ou presque rien. À un milieu rural, ces derniers sont la grande majorité. Mettons-nous à la place d'un jeune, porteur de projet, que ce soit dans le domaine agricole, artisanal ou commercial. Avant de choisir son lieu d'installation, il va demander: y a-t-il une école, un bureau de poste, ouvert de quelle heure, à quelle distance se trouve le collège le plus proche? Et l'hôpital, y a-t-il une gendarmerie? Quelle est la gare la plus proche? Et selon les réponses qu'il obtiendra, il décidera de s'installer ou d'aller voir ailleurs. C'est dire si le maintien, le développement de services publics dans les zones rurales sont déterminants. Fermeture, absence de services publics essentiels signifie la mort lente de villages, des territoires désertifiés. Et quand il n'y a plus de services publics, ce sont les commerces qui ferment. Le café du village où se crée du lien social, la vie associative qui disparaît. Je sais que d'autres ici vont partager ce diagnostic. On est en campagne électorale et il serait mal vu de dire aux électeurs: ah ben je vous promets le désert, je vous promets le désert dans quelques années. Sauf que depuis des années, on subit la réduction de nos services publics, la fermeture de nos petits commerces de proximité, de nos classes, voire d'écoles. Comparez les villages du Sud-Aveyron il y a 20 ans et aujourd'hui. Il y a des responsables politiques qu'ils aient le courage d'assumer, surtout lorsque leurs leaders ont préconisé à la présidentielle des milliers de suppressions d'emplois de fonctionnaires, autrement dit d'enseignants, d'infirmiers, de postiers, de cheminots, de gendarmes. Mais au front de gauche, c'est le contraire. Nous proposons de prendre l'argent où il est pour développer nos services publics, pour aider fiscalement nos commerces, nos artisans, nos agriculteurs.
Merci. Monsieur Navel, je peux m'asseoir avec vous si vous voulez. Alors, vous aviez commencé tout à l'heure. J'ai oublié mon micro, à chaque fois j'aime pas parler avec un micro. Ah, c'est mieux pour voilà. que vous entendez. Alors tout à l'heure j'avais déjà gagné un peu d'avance. Oui, je regrette de faire de la peine à beaucoup d'entre vous, mais la notion de service public n'existe plus, hélas. Elle a été remplacée par la notion de service d'intérêt économique général. Alors bon, je sais, le but est de cacher encore longtemps, comme les gens qui croient encore que la Poste est un service public, que la Banque Postale est un service public, voilà, il y en a de moins en moins des services publics, voilà. Néanmoins, j'ai vu des très belles initiatives lorsque j'ai parcouru beaucoup de communes, par exemple à Rebourg-Guil, à Arvieux, Caplong, les locaux très motivés. C'est encore rare, mais c'est là qu'on devrait tirer des exemples. Et c'est toujours dû à des initiatives personnelles, un peu comme mon initiative de me présenter aujourd'hui à cette élection législative. Voilà. Alors, on gagne en spontanéité, je vous assure, quand on ne lit pas son texte. Et pourtant, j'ai passé du temps à l'écrire. Voilà, pour le laisser à présent. Voilà, alors moi, quand j'entends l'avenir de nos biens communs, j'entends surtout plus de grands travaux inutiles. Inutiles, non, bien sûr, puisqu'ils vont augmenter au passage notre dette. Vous savez, la belle dette qu'on a depuis la crise des subprimes. Avec l'accent, Arnaud, est-ce que j'ai un bon accent? Ouais. Voilà, je sais. Voilà. Alors, pour ce que je vois, moi, c'est toujours plus de bétonnage, toujours plus de goudronnage. Voilà, alors des fois, je me dis comment nous acceptons cela. Hier, j'étais avec un ami à me rendre à Saint-Sévère. Et qu'est-ce que je vois des travaux? C'est la fin. C'est ce que je me suis dit aussi. C'est la fin. Vous faites des parfaites transitions. Je ne dis pas. Voilà, vous inquiétez pas. Bon, qu'est-ce que... Je vais prendre le micro. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour les services de proximité? Mauvaise nouvelle. La France n'a pas fini de s'appauvrir. Et vous croyez qu'avec l'appauvrissement général, on va augmenter la qualité du service public? Mais ne rêvez pas. J'étais tout à l'heure à Saint-Laurent-d'Olt, qui luttent pour garder leur école. J'ai vu également qu'à Céron-de-Tard, on réduisait la présence de la Poste. L'hôpital, le tribunal de grande instance de Millau, où j'ai plaidé, a été fermé. Et l'hôpital Sainte-Afrique, cycliquement, il est menacé. Pourquoi? Parce que la France s'appauvrit. Et le PIB ne cesse de stagner. Le produit intérieur brut, la richesse que nous produisons parce que nous sommes concurrencés par un système mondial aveugle et injuste et déloyal. Le PIB par habitant que nous avions eu en 2016 a été réduit. Il est revenu à un PIB de 2005. Nous avons reculé. Alors nous reculons, on emprunte et on nous dit il faut rembourser l'emprunt. C'est les mêmes qui nous disent, qui ont fait l'emprunt, qui disent maintenant il faut le rembourser en payant davantage d'impôts et des CSG, notamment sur les retraites. On se moque de vous. Moi, je suis un expert international, j'ai travaillé dans 19 pays différents, et partout le même problème. Donc je connais parfaitement la cause que je suis en train de vous dire. Alors je peux vous annoncer malheureusement que ça va encore s'aggraver. Car le 22 août 2017, peu de temps après l'élection de M. Macron, le 22 août, la Commission européenne a publié des nouvelles instructions financières, à savoir qu'il va falloir encore courir après la réduction du déficit budgétaire. Et on recommande au gouvernement français, rien que ça, les fonctionnaires recommandent au gouvernement français, recommandent au peuple français que vous êtes, de réduire encore les dépenses publiques. Donc, mauvaise nouvelle, ne croyez pas que ça va s'arranger. La date, juste 22 août, c'est pas passé. 22 août 2000... Pardon. Ouais. 22 mai. D'accord, ok. Mise en œuvre à partir du 22 août. 22 mai 2017,
une recommandation de la Commission européenne. Il faut encore réduire les déficits budgétaires, ça veut dire réduire les dépenses publiques et augmenter les impôts. Vous avez compris. Merci beaucoup. Voilà pour ce premier thème. On va enchaîner tout de suite sur le deuxième avec la jeunesse que va nous présenter Laura. Vaste programme, présenter la jeunesse. Donc la population de l'Aveyron dépasse les 277 000 habitants et a pour objectif de dépasser les 300 000 d'ici l'année 2030. Malgré les efforts mis en place par nos élus concernant la formation et l'attractivité du territoire, nos jeunes restent attirés par les métropoles qui nous entourent comme Toulouse, Montpellier ou Clermont-Ferrand. Ainsi, une exode de la jeunesse laisse place à un vieillissement de la population. Son solde migratoire, bien que positif, est dû à l'arrivée des retraités et non des jeunes actifs souhaitant s'installer sur notre territoire. Alors, Mme Garcini, c'est vous qui avez été tirée au sort pour parler en premier sur cette thématique. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour attirer des jeunes sur le territoire? Qu'est-ce que je peux dire déjà et tenter de défendre comme politique? Mon suppléant est chef d'entreprise aveyronnaise, il fabrique des vêtements et il les commercialise et il me dit qu'il fallait absolument que je dise son émoi, parce que c'est une vraie galère pour lui quand il doit embaucher. C'est-à-dire qu'il ne trouve pas d'embauche de jeunes cadres en l'occurrence, pour son entreprise, il ne trouve pas. Les gens ne viennent pas travailler ici dès lors au moins dans le secteur d'activité qu'il a et au niveau qu'il veut embaucher. C'est pas le seul. Et je suis allée regarder quand même les enquêtes qui ont été publiées au mois d'avril de cette année, qui ont été faites auprès de chefs d'entreprise. J'ai relevé qu'un des chiffres. Il y a 1875 projets difficiles d'embauche, c'est-à-dire que les entreprises veulent embaucher, mais il y a 1875 cas en avril où elles ne peuvent pas le faire pour des emplois non saisonniers. Il y en a encore plus pour les emplois saisonniers. Et là, ça touche des métiers divers et variés, pas seulement ce que veut embaucher mon ami. Les aides à domicile, les éleveurs salariés, les infirmiers, les cadres infirmiers, etc., les couvreurs, les agriculteurs salariés, etc. Je ne vais pas vous faire toute la liste parce que je mange mon temps. Et c'est vrai qu'il faut se demander pourquoi les jeunes ne viennent pas travailler ici. Et en réalité, c'est un peu tous les freins qu'il y a au développement de l'Aveyron. On a juste ébauché tout à l'heure. J'ai envie de parler quand même un petit peu de mon expérience, parce que moi, ça fait 9 ans que je vis à Véro, donc à l'est du département et dans la Circo. Et en fait, je travaille encore, et je suis en train de me délester de mes activités professionnelles, et j'ai énormément de mal à voyager. Donc la question du transport, et du transport en train, est extrêmement prégnante et est en train de se dégrader. Donc j'ai fini ma phrase, je continuerai tout à l'heure. Parfait, merci. Je vais vous laisser passer le micro tout de suite à Arnaud Viala qui va enchaîner sur la jeunesse. Moi je pense que la responsabilité des politiques et des élus, c'est aussi de ne pas être dans la complainte permanente. Surtout si on veut rendre notre territoire attractif pour des jeunes, plus attractif pour des jeunes. Et je constate qu'on fait la liste des problèmes qui se posent à nous. Ces problèmes sont réels ici, ils sont réels partout. Aujourd'hui, il y a une souffrance de la jeunesse qui dépasse très largement le sud d'Aveyron et qui s'exprime en termes clairs quand on les interroge, comme moi je le fais. Ils ont besoin d'espoir. Ils ont besoin qu'on leur donne les clés de lecture sur l'avenir. Et les jeunes, aujourd'hui, quand on leur demande de préciser cette envie, la première des priorités qui arrivent pour eux, c'est l'économie, le travail, l'emploi. Et pour que les jeunes retrouvent le goût de travailler et retrouvent aussi la chaussure à leurs pieds quand ils sont à la recherche d'un boulot, d'un travail, il y a 2 choses à mon avis. La première, c'est la formation. On a un travail considérable à faire sur l'appareil de formation français, de façon à ce qu'il n'y ait plus, comme aujourd'hui, des métiers auxquels aucune formation ne conduit, et des formations qui ne conduisent à aucun métier. On a une grande inadéquation entre ces 2 choses. Il y a une clé qui est celle de l'alternance, qu'il faut développer à tous les niveaux,
parce qu'il faut permettre aux jeunes d'aller pratiquer d'emblée la future tâche qu'ils auront à accomplir. Et le deuxième sujet, c'est le sujet de l'attractivité de notre territoire, on y revient. Et notre territoire n'est pas moins attractif que les autres. Il faut simplement, pour ce qui concerne les députés et puis les candidats que nous sommes ce soir, créer l'environnement législatif favorable à ce que de l'emploi se crée dans des territoires ruraux. Et je reviens à ce que je disais précédemment, la France aujourd'hui a développé depuis des décennies un environnement législatif, réglementaire, normatif, hostile à des territoires comme les nôtres, parce qu'il est difficile d'y créer de l'activité économique. Ça, c'est le chantier qu'il faut que nous ouvrions. Merci. Monsieur Austruy, quels sont vos arguments sur cette question? Ce que j'ai entendu, c'est évidemment, c'est la population vieillit, donc il faut l'attractivité pour les jeunes, donc il faut les attirer pour qu'ils restent. Alors c'est vrai que, bon, moi je propose 3 axes de travail pour y arriver. Le Sud-Aveyron possède tous les atouts naturels pour attirer les jeunes, attractifs, actifs et les start-up qui souhaitent de plus subir les stress des métropoles, parce que j'ai vu dans ma tournée là, pour la campagne, j'ai rencontré des jeunes qui voulaient venir s'installer. Malheureusement, il n'y avait pas la couverture au débit, il n'y avait pas, au point de vue, disons, route, les services de transport. Donc, évidemment, il faut faire, c'est un département sportif, un département de caractère aux richesses patrimoniales exceptionnelles. Donc, moi, je pense qu'on a beaucoup, on peut attirer beaucoup de jeunes, mais il faut leur amener quand même quelque chose de bien. Alors, si vous voulez, il faut que les services publics soient là pour les aider. Il faut aussi leur trouver des logements, parce que les logements, quand ils arrivent dans un village, il n'y en a pas. Il y a beaucoup de maisons individuelles qui sont des maisons secondaires. Et après, les mairies ont des problèmes, disons, pour construire. Ensuite, maintenant, moi je constate que dans notre département du Sud, quand je faisais la campagne à Brusque, quand on voit qu'il n'y a pas de couverture téléphonique, je comprends que les gens ne peuvent pas rester. Maintenant, il faut au moins la 3G, la 4G, et puis amener la fibre. Et ça, je pense que c'est une priorité si on veut développer le Sud-Aveyron. Voilà. Merci. Vous êtes le plus jeune, je pense, de ce débat. De ce débat, oui. Qu'est-ce que vous voulez porter pour attirer les jeunes? Et bien du coup, l'attraction des jeunes pose la question fondamentale de l'aménagement du territoire. La logique actuelle favorise les grandes métropoles hyper centralisées, des pôles d'activité, que le Front de gauche a été le seul à combattre, qui condamne le reste des territoires à la désertification. Pour ce qui nous concerne, et le développement des nouvelles technologies le permet, nous voulons impulser un mode de développement harmonieux où la ruralité aurait toute sa place. Comment rendre nos territoires attractifs aux jeunes? Par des emplois valorisants dans l'agriculture, à condition qu'on leur permette de vivre dignement de leur travail, dans l'artisanat, le commerce ou les petites et moyennes entreprises. C'est le fil conducteur de notre projet, par le développement de services publics. Je pense notamment à un service public de la communication qui permettrait à ce que toutes les zones rurales soient couvertes par l'accès à Internet et à la téléphonie mobile. Ce qui n'est pas le cas dans notre Sud-Aveyron. Mais ce n'est pas tout. Les jeunes doivent pouvoir trouver dans nos territoires un tissu associatif, des réponses à leurs besoins en matière culturelle et sportive, radiophonique aussi. Des mesures sont à prendre dans ce domaine. Élaboration d'une loi cadre dans un grand service public décentralisé de l'art, de la culture, de l'éducation populaire. Il faut aller vers la gratuité des activités physiques et sportives. Merci. Monsieur Temple. Oui, je vais contredire le député, monsieur le député sortant. Il ne suffit pas de donner une bonne formation à nos étudiants, nos élèves,
et ils sont bien formés pour leur donner du boulot. Il faut encore que les entreprises locales prospèrent, que ce soit les entreprises agricoles, que ce soit les entreprises industrielles. Or, ce n'est pas le cas. C'est le cas. Nous avons une réduction progressive de la richesse produite par la France en général, l'Aveyron en particulier, et c'est à la racine du mal qu'il faut agir, et pas seulement dire on va mettre quelques pansements sur quelques côtés sur nos jambes de bois. Donc le goût, c'est très bien, la formation. J'ajoute quand même qu'il y a un drame que la France connaît, et l'Aveyron aussi, c'est non seulement l'exode depuis l'Aveyron, mais l'exode depuis la France. Alors nous avons un double mouvement de population. Les jeunes aujourd'hui ne pensent qu'aller au Canada, en Australie ou ailleurs, et en compensation, nous avons des masses considérables de personnes, contre je n'ai rien personnellement, mais d'immigration de masse qui n'est pas contrôlée. Alors on pourra rétablir l'emploi dans les entreprises si on met les entreprises aveyronnaises et françaises à niveau de compétitivité avec les concurrents. Et ça veut dire qu'il faudra d'une part abaisser les charges, ça c'est certain, mais d'autre part taxer les produits importés qui sont déloyaux soit parce qu'ils ne respectent pas nos normes sociales, celles de nos salariés, soit parce que ce sont des produits de mauvaise qualité. Il faudra enfin, je crois, aider les petites entreprises à devenir des moyennes puis des grandes, exactement comme en Allemagne. Ça pourra se faire sans passer par la banque. Je crois qu'il faudra un jour ou l'autre rétablir ce que les Allemands ont, c'est-à-dire un accès à l'épargne locale. Les Aveyronnais ont créé Roquefort comme ça, en faisant intervenir des fortunes locales. Il faut revenir à cette saine tradition. Merci. Madame Laure, qu'est-ce qui, dans votre programme, pourrait permettre d'attirer les jeunes sur le territoire ? Moi, je ferai le constat que la jeunesse est la grande oubliée des politiques tout court. Il me semble qu'un des leviers est effectivement la formation, et pas les formations au rabais, comme souvent le présente Pôle emploi, avec des stages, des formations de quelques mois, et qui ne correspondent ni aux besoins du territoire, ni aux attentes des jeunes. Donc, je pense que les jeunes ont des capacités énormes, des compétences. Ils ont montré, par exemple, lors de tout ce mouvement de la France insoumise, que quand on leur faisait confiance, ils pouvaient développer des trésors d'ingéniosité, qu'ils ont utilisé l'informatique, le numérique, pour démontrer combien ils pouvaient porter les projets de tout un groupe que représentait la France insoumise. Donc c'est d'abord comment peut-on qui va leur faire confiance, notamment les entreprises. Nous avons vu que le gouvernement avait mis à disposition des entreprises des dispositifs comme le CICE qui devait être de la relance économique, et cet investissement n'a pas eu lieu. Les jeunes auraient pu en profiter et ainsi acquérir l'expérience professionnelle. On leur demande de se former. Quand ils sont formés, on leur dit « vous n'avez pas d'expérience professionnelle » et ils attendent, donc avant 30 ans, pour un bon nombre, pas d'espoir de trouver un emploi. Effectivement, nos jeunes sont en train, nous parlons d'immigration, et je pense que moi, ce que je trouve le plus inquiétant, ce sont nos jeunes, 500 000 Grecs qui partent à l'étranger pour trouver de l'emploi, 500 000 Espagnols qui partent trouver de l'emploi à l'extérieur et dans d'autres pays, et nous ne sommes pas non plus exempts de cet exode. Merci. Monsieur Noël, qu'est-ce que vous pouvez dire? Rajouter à ça tellement de choses. Bien sûr qu'on s'y intéresse à la jeunesse, elle mérite qu'on s'y intéresse, et on s'y intéresse, croyez-moi. C'est d'ailleurs le gros problème. Voilà. Autrefois, les jeunes s'intéressaient aux vieux. Ouais. J'ai une fille qui a 18 ans, elle fait psycho, j'ai de la chance, elle aurait pu faire écho. Voilà. Son intérêt, c'est les personnes âgées, justement. Voilà.
Alors j'aime bien apprendre des choses, c'est ça, essayer d'initier, de participer à initier des mouvements d'éducation populaire. Alors je vais vous apprendre quelque chose qui va vous attrister certainement. Voilà, quel parent parmi nous sait qu'aujourd'hui tout le système éducatif occidental des 50 dernières années a été orienté, sinon défini, par deux économistes. Le premier, c'est Gary Becker, père de la théorie du capital humain. Capital humain, ça veut dire tout simplement qu'on considère comme bon un système scolaire qu'en fonction de sa capacité à former des employables. Et oui, des employables, pas des citoyens, pas moins des adultes matures et épanouis. Ça donne des petits Nicolas Hulot, en fait, voilà, pour ceux qui ont le plus de chance, évidemment. On n'est plus à l'époque, quand même, de l'école à la papa de Jules Ferry. Le second me fait horreur, puisque c'est le mentor, il était le mentor de Nixon, le confident de Maggie, l'ami de Pinochet. J'avais prévu de dire l'ami des enfants et dire mais non, c'était pas l'ami des enfants, c'était l'ami de Pinochet. Voilà. Donc Milton Friedman, c'est le père de l'économie utilitariste. Je sais que l'économie utilitariste, c'est quelque chose qu'il faudrait que j'explique. Voilà. Je crois que vous avez déjà débordé en plus sur la question suivante, donc on y reviendra après si vous voulez. On termine sur cette question avec vous, monsieur Paquiel. Qu'est-ce que vous pouvez proposer pour attirer des jeunes sur le territoire? Alors, bon, je ne vais pas répéter ce que mes collègues ont dit. Effectivement, il y a des leviers, des critères que tout le monde connaît, mais moi je voulais appuyer effectivement sur un levier qui me paraît important pour venir répondre à cette question. Pour moi, c'est le numérique, le développement du numérique qui me paraît indispensable. Les territoires ruraux donc, ont tendance à se replier sur eux-mêmes. La fermeture, on a parlé précédemment, des fermetures de petits commerces, la raréfaction des services publics de proximité, la crise des finances publiques, le déclin industriel, tout ça a entraîné un fort sentiment d'abandon, l'impression d'être les oubliés de l'histoire et de ne pas profiter du monde qui change. Eh bien, les nouveaux usages et les outils numériques peuvent permettre d'envisager un désenclavement, un développement économique différent, plus déconcentré. Alors, quelques propositions. La création, par exemple, d'un office régional numérique qui serait le point d'entrée unique pour les entreprises, chargé d'aiguiller les entreprises dans leur transformation digitale, ou bien un développement à la formation des compétences numériques de base dans les formations professionnelles, en créant par exemple des modules complémentaires dans les programmes. Troisième proposition, un développement de la télémédecine, qui est aussi perçu comme un moyen efficace d'améliorer l'attractivité des territoires isolés, tout comme les pratiques d'économie collaborative. Aussi. On parlera de la santé après. Et autre proposition, lever les freins à l'adoption du télétravail, qui apparaît essentiel à la fois pour pousser à la création de start-up en pleine campagne, mais aussi pour permettre à des cadres de venir y travailler. Il faudra donc une négociation interprofessionnelle pour faire évaluer le cadre légal, mais il faudra également faire évoluer les mentalités sur le télétravail. Reste une question cruciale, évidemment, celle de la connectivité, car les territoires les plus isolés sont aussi ceux où la qualité de la connexion Internet est la plus mauvaise. Alors, on a peut-être un espoir, puisqu'on a le plan France très haut débit, qui promet donc de couvrir tous les territoires d'ici à 2022. Merci.